Arguments mensongers, arrangements politiques, offensives anti-élèves et anti-travailleurs. Voilà comment le personnel du lycée Philippe Zenda-Kabouré qualifie la décision du gouvernement qui ferme ce lycée de près de 4000 élèves. Le personnel était en conférence de presse ce matin pour appeler l'exécutif à se revoir. La catastrophe de trop, le drame ne sera pas impuni. Le ministre de l'Enseignement supérieur hausse le ton au lendemain de l'effondrement du foyer du chantier de la cité universitaire de Koudougou. Encore un écroulement de bâtiments publics, 4 morts, dont 3 étudiants en stage pratique y ont péri. Une enquête a été ouverte par le procureur du Faso. 6 personnes sont en garde à vue. Tous les détails à suivre dans ce journal. Premier obstacle franchi avec brio pour les étalons dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La première journée des éliminatoires a été favorable aux Burkinabés. Ils ont battu le MENA du Niger 2-0. Les temps forts du match à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Les faits divers s'enchaînent au Burkina Faso après le lynchage dans le sud-ouest. Ce sont des exploitants artisanaux d'or qui ont incendié 8 véhicules de la société minière Bissa Gold dans le BAM et endommagé 2 autres en guise de protestation contre la mort de 6 des leurs. Selon la police nationale, ces exploitants artisanaux sont probablement morts des suites d'un manque d'air lié à la profondeur des trous. Et selon les dernières informations que BF1 a pu avoir sur le terrain, c'est que les tensions sont toujours vives entre les acteurs, notamment la police, la société minière et les exploitants soutenus par des populations. Cet autre drame qui a créé l'émoi le mardi dernier dans le pays, à l'université Norbert Zongo de Koudougou, un foyer de la cité universitaire en construction s'est effondré. Bilan, un blessé et 4 morts. Le procureur s'est immédiatement saisi du dossier. À qui la faute? Que s'est-il passé réellement? En attendant l'aboutissement de l'enquête, 6 personnes ont été interpellées. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de son côté, se veut également ferme. Le drame ne restera pas impuni. Roméo Koïta. Sur les lieux du drame, le décor est sans appel. Un bâtiment qui était déjà sorti de terre, réduit en gravat. Il s'agit de la dalle du foyer de la cité universitaire en construction qui s'est effondrée sur des personnes en pleine activité sur le chantier. Le bilan est lourd, 4 corps sans vie et un blessé sorti des décombres. Parmi les infortunés, 3 étudiants de la filière génie civil de l'Institut universitaire de l'Université Norbert Zongo en stage pratique et un ouvrier de nationalité étrangère. Au lendemain du drame, le ministre en charge de l'enseignement supérieur est sur les lieux. C'est la catastrophe de trop selon Alkassou Maïga qui promet que cet énième incident lié à l'effondrement de bâtiments ne restera pas impuni. Nous engagerons toutes les responsabilités qui sont les nôtres afin que ceux avec qui nous sommes entrés en contrat puissent nous fournir les éléments d'appréciation, mais par-delà les éléments d'appréciation, afin que nous puissions engager une inspection supplémentaire qui puisse nous permettre de détecter les failles éventuelles. Parce que le peuple doit comprendre, parce que c'est des deniers publics, parce que c'est des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés. Et donc on ne peut pas s'asseoir ici à tergiverser. Il faut que la vérité soit faite et que les différents éclairages soient faits autour de ce qui s'est passé hier en fin de matinée. Les responsables de l'entreprise en charge des travaux, Souzy Construction et le bureau de contrôle sont sommés de rendre des comptes. À ce jour, 6 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, selon le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Koudougou. Nonobstant la procédure judiciaire en cours, le ministre indique que ses services techniques feront leur propre enquête sur les causes du drame afin de ne pas se contenter des rapports des responsables du chantier. Mais en attendant les résultats de ces investigations, à l'université Norbert Zongo de Koudougou, les étudiants sont toujours sous le choc. Quand nous sommes arrivés, franchement, nous ne savons pas, n'avons pas les mots justes là pour exprimer notre intention. C'est vraiment dangereux. Et nous estimons que
un bâtiment qui est construit, qui répond aux normes, ne peut pas s'écouler de cette façon. Combien d'étudiants sont morts? Combien de familles ont été endeuillées? Voilà pourquoi nous demandons à ce que les responsabilités soient situées et qu'on puisse sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés. Parce que nous, à notre niveau, en tant qu'étudiants, là, nous ne pouvons pas l'admettre. Il faut rappeler que le chantier est financé par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Pour les besoins de l'enquête, le chantier est arrêté. L'université Norbert Zongo de Koudougou reste aussi fermée jusqu'au 8 septembre prochain en raison du deuil. Et jusque-là, ce sont des infrastructures du primaire et du post-primaire qui étaient touchées par le syndrome des effondrements d'édifices publics. Beaucoup d'interrogations restent donc posées. Des interrogations, il en existe également depuis la fermeture du plus grand lycée du Burkina. Les parents d'élèves et les élèves sont plongés dans l'inquiétude quant au recasement qui a d'ailleurs commencé sur le terrain. L'opération d'enregistrement bat son plein et c'est au 4e jour que le personnel du lycée Philippe Zenda Kabouré se braque. Ils sont professeurs d'histoire, de géographie et de physique-chimie. Face à la presse ce matin, ils affichent clairement leur opposition à la fermeture du lycée Zenda, cet établissement qui compte près de 4000 élèves fermés pour faits de violence scolaire. Quelles sont les raisons avancées? Benjamin Kwame nous en dit plus. Alors que les élèves du lycée Philippe Zenda Kabouré continuent de se faire enregistrer pour réintégrer d'autres établissements à Ouagadougou, Karim Toussakoué, le délégué du personnel du lycée Zenda Kabouré, rejette en bloc tous les arguments du gouvernement ayant concouru à la fermeture du lycée. Le département de Stanislas Ouaro avait évoqué comme raison la réduction de la distance parcourue par les élèves ou encore le saccage des tables bancs et le matériel informatique pour fermer l'établissement. Un argument qui ne tient pas et ne convainc pas. Le personnel parle alors de mensonges. Il y a eu des mensonges. On a donné par exemple les données. Le lycée n'a plus de mémoire. Le lycée n'a plus de serveur. Côté personnel, côté élève. Et le 27, on nous présente des données pour faire le bilan de l'année scolaire. Ces données-là étaient où? Ces données étaient où? Les élèves ont cassé tous les bureaux des professeurs. Le 14, vendredi 14 mai, moi j'étais en classe de terminale D8. La table du procès était là. La chaise du procès était là. Mais on est étonné que le 18 ou le 19, le ministre nous dit que non, tous les bureaux des professeurs ont été saccagés par les élèves. Ça, c'est faux. Le personnel du Zenda est estimé à près de 3000. C'est encore des cas sociaux que le gouvernement crée. Parmi eux se trouvent des contractuels selon les conférenciers. À côté, le proviseur du lycée Alexis Kielem, qualifié de l'homme de main du ministre Ouaro par les enseignants, serait l'instigateur de tous ces derniers événements. À lui seul, il peut décider de tout et ne tolère aucune critique de son action. Le véritable, en tout cas, acteur de la situation qu'on a là, c'est monsieur le proviseur qui ne dit pas la vérité à monsieur le ministre. Les enseignants, suite à cette mesure, seront aussi affectés dans d'autres lycées. Une décision qui n'est pas bien accueillie par ces enseignants car estiment qu'ils sont à 15 jours avant la rentrée administrative. L'un dans l'autre, le personnel évoque la gravité liée à cette décision et puis il parle de catastrophe en ce qui concerne le redéploiement des élèves dans les autres lycées. Ce redéploiement-là va permettre aux élèves de raccourcir les distances. Nous voyons que ça ne tient pas. On enlève un élève au lycée Zenda, qu'on affecte au lycée Paspanga. C'est un mur qui sépare le lycée Zenda et le lycée Paspanga. En termes de distance, cet élève-là gagne quoi? Ou encore un élève qu'on enlève du lycée Zenda et on affecte au Nelson. La distance Nelson et puis le Zenda, ça fait combien? Donc, c'est le déploiement là, n'est qu'une catastrophe. Le personnel du Zenda reconnaît tout de même que les élèves ont vandalisé l'établissement, mais les enquêtes ont révélé que les individus ayant causé ces actes ne sont pas du lycée. Alors, il demande au gouvernement de reconsidérer sa position, car y persister signifie que les autorités n'ont aucune considération pour l'éducation burkinabé, ont-ils précisé. Et quand le lycée Philippe Zenda Kabouré ferme ses portes,
Ailleurs, notamment à Barré dans le Houé, on s'active pour renforcer la capacité d'accueil du collège d'enseignement général. L'ambition ici, c'est d'ériger l'école en un lycée plein, car après la classe de 3e, les élèves du village sont obligés de se déplacer dans d'autres villages voisins pour poursuivre leurs études secondaires. Pour mettre fin donc à cette situation, les ressortissants de la localité, en collaboration avec le comité villageois de développement, ont lancé les travaux de construction du second cycle de CG de Barré. Zoom sur cette belle initiative citoyenne avec Kader Kondé et Soto Justin Dabiri. C'est un bâtiment composé de 4 salles de classe, un bureau, un magasin et 2 blocs de latrines qui est construit sur le site du CG de Barré. Le bâtiment en construction doit abriter les élèves du second cycle du village, obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour leur cursus secondaire après l'obtention du BEPC. C'est pour ça que nous avons voulu qu'on travaille à développer davantage ces infrastructures scolaires de manière à pouvoir ouvrir le second cycle, démarrer le second cycle d'ici là. Quand vous prenez les villages rattachés de la commune de Movo-Dioulasso, peut-être qu'il n'y a qu'un ou 2 villages qui les dépassent en nombre. Donc c'est un gros village, mais on constate que nous sommes toujours à l'étape collège d'enseignement général. Pendant ce temps, il y a d'autres villages qui sont dans les alentours, qui ont déjà des lycées. Bon, on trouve que là, il y a quand même quelque chose à améliorer. La construction du nouveau bâtiment qui doit accueillir les élèves du second cycle du CG de Barré est un projet financé sur fonds propres par les filles et fils du village. Sur le site de construction, ils sont mobilisés pour la réussite du projet. Une mobilisation qui permet un avancement rapide des travaux. Donc, quand on a monté le projet, on a d'abord proposé une organisation interne où nous avons mis en place un comité de pilotage. Ce comité de pilotage-là est dirigé par le colonel Saïdou Toussaint Prosper Sanou, qui est le gouverneur de la région de l'Est. Et c'est lui donc qui mène la barque. Et avec son leadership, on a essayé de mobiliser toutes les filles et tous les fils de Barré, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur, pour qu'ensemble on puisse faire des cotisations et qu'on puisse aussi mobiliser les forces vives, tout ce qui pouvait apporter en termes de main-d'œuvre. Et c'est comme ça que nous avons organisé donc les différentes structures. Où nous sommes là, les travaux sont beaucoup avancés. Donc je pense que nous sommes dans le délai. Non, peut-être même pas dire même dépasser le délai. Voilà. On a beaucoup insisté sur le dosage parce que le travail est fait par nous-mêmes et ce sont nos enfants qui seront dedans. Donc je pense que pour la sécurité aussi des enfants, on a beaucoup insisté sur le dosage. Le nouveau bâtiment, selon les ressortissants du village de Barré, va permettre d'accroître les capacités d'accueil de l'établissement, améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et permettre l'érection du CG de Barré en lycée les années à venir. À Banfora, dans les Cascades, la crise née suite au déguerpissement des populations lors de la célébration du 11 décembre semble connaître son épilogue. La crise foncière avait atteint son paroxysme, mettant à mal le vivre ensemble. Le dialogue semble avoir payé. Les autorités régionales ont trouvé un terrain d'entente avec le principal protagoniste dans cette crise foncière qui perdure depuis 8 mois maintenant. Les précisions avec notre correspondant dans la région, Cédric Wilfried Mabio. 4 signatures et la crise foncière relative au recasement des impactés de la cité du 11 décembre et de la gare routière semble connaître son épilogue dans la région des Cascades. Durant plus de 2 semaines, Joséphine Kouara Apiou, gouverneur de la dite région, et son équipe ont entendu chaque partie avant de leur convier à une rencontre ce jour afin de ratifier une feuille de route. Après près de 6 heures d'échange, les différentes parties ont pu ratifier un accord dont les 4 points sont les suivants. 1. Le maire devra maintenir le dialogue avec Sa Majesté Soromadi Soulama, chef du village de Bounouna. Dans ce cadre, pourront être évoquées les questions relatives à l'acte de cession et à la négociation des terres supplémentaires aménageables. 2. La reprise de la levée des terres des grands propriétaires terriens que sont le chef du village et Ouattara Moussa Lamine et procéder à la compensation à hauteur d'un forfait de 105 parcelles sur 48,8 hectares comme initialement convenu et à repartir au prorata de leur superficie. Troisièmement, intégrer dans la commission d'attribution des parcelles un représentant du chef, les conseillers municipaux du secteur et un représentant du gouvernorat. Quatrièmement,
réactualiser la liste des recensés de la gare routière, des concessionnaires ainsi que des spontanés et élaborer un rapport définitif à la suite. Pour les différents signataires, cet accord est salutaire. C'est un processus à une certaine étape, un processus qui a une certaine étape. J'allais dire que cette étape, nous l'avons fini en tout cas dans une certaine satisfaction. Sur 9 points, nous nous sommes accordés sur 4 principaux points, puisque les autres points ont été considérés comme des points subsidiaires qui devront être traités dans le cadre de la commission d'attribution. Et notre objectif, c'est la satisfaction de tout le monde. Voilà, aussi bien ceux qui sont durablement installés sur cette terre-là, que ceux qui sont venus spontanément s'installer. Il faudra que, en tout cas dans une approche globale, nous puissions satisfaire tout le monde. Et c'est ça qui est notre inquiétude. Au sortir de cette rencontre, je pense qu'il faut féliciter et encourager Madame le gouverneur de la région des Cascades, qui a eu cette belle initiative de procéder à la médiation des deux parties. Et je suis très satisfait des différents points qui ont été convenus. Je pense que c'est au bonheur de la population. Nous sommes très satisfaits. Vraiment, c'est le lieu pour moi ici de remercier Madame le gouverneur. Vraiment, cette initiative a permis à rapprocher les parties et à avoir un document de base sur lequel nous avons discuté. Donc, vraiment, je traduis toute ma satisfaction et toute ma reconnaissance pour ces efforts qu'elle a déployés, qu'elle a effectués pour cet avancement de cette crise. Joséphine Kouara Apiou a tenu à lancer cet appel à l'endroit des différentes parties. Je lance un appel aux parties. Je voudrais que le processus continue à la satisfaction de nos populations impactées pour que chacun ait quand même une parcelle où se loger. Après plus de 8 mois de bras de fer entre la mairie de Banfora et la chefferie de Bounouna, cette crise foncière semble enfin trouver un dénouement grâce à Madame le gouverneur. Un bel exemple de construction de paix suivi de près par le ministère en charge de la réconciliation nationale. Zéphirin Diabri qui a reçu en audience ce matin le réseau des parlementaires sur la sécurité et la réconciliation nationale. Le réseau dirigé par le député Sayouba Ouedraogo est porteur d'un plan d'action devant consolider les appuis en faveur des déplacés internes, des forces de défense et de sécurité et des populations en ces périodes à fort défi sécuritaire. Justin Amontou. Le réseau des parlementaires sur la sécurité et la réconciliation nationale a élaboré un plan d'action sur les questions de sécurité et de réconciliation nationale dans le pays. Ce matin, le plan est remis au ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Le plan d'action que nous avons bientôt au ministre parle de certaines actions que nous devons mener d'ici la fin du trimestre, le dernier trimestre de l'année 2021. Et dans ce plan d'action, nous avons le développement des capacités. Nous avons la visite des PDI, des déplacés internes, les FDS, les forces de défense et de sécurité, les élèves qui ont subi les attaques terroristes, donc qui ont quitté les terroirs et qui sont ailleurs, qui n'arrivent pas à fréquenter ou qui arrivent à fréquenter. Bon, donc il y a un certain nombre d'activités de cette manière-là que nous avons énumérées et nous sommes venus discuter avec M. le ministre d'État pour lui expliquer ce que nous voulons faire et de recueillir ces suggestions, ces conseils pour pouvoir mettre en œuvre notre plan d'action. Selon le ministre en charge de la réconciliation nationale, de telles initiatives démontrent la volonté du peuple burkinabé pour la réconciliation et la paix au Burkina. J'ai pris donc connaissance de ces initiatives-là qui sont très pertinentes, très encourageantes, très indiquées, très appropriées. Et il va de soi que le ministère est très heureux de savoir que pendant que le ministère aussi fait son travail, en tout cas le réseau des parlementaires sera donc sur le terrain pour poursuivre donc le même objectif à travers une voie parallèle. Le réseau des parlementaires est composé de 29 députés. L'objectif du réseau est d'accompagner la politique gouvernementale dans le cadre de la cohésion, sécurité et la réconciliation au Burkina Faso. Le ministre des Transports, lui, lance un appel à l'endroit des chauffeurs routiers du Burkina afin qu'ils prennent part à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Vincent Dabilgou donne l'exemple lui-même en se faisant vacciner
Question de se faire entendre par les 3000 chauffeurs routiers qui entrent au Burkina Faso par jour. Alexis Belemnaba. Les routiers se sont organisés autour de leur ministère de tutelle pour participer à la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'est le ministre en charge des Transports, Vincent Dabilegou, qui reçoit en premier sa dose de vaccination. Pour le premier responsable du département des Transports, c'est une interpellation, mais aussi un appel aux chauffeurs routiers qui traversent différents pays à participer à la riposte contre cette pandémie. Et nous sommes au centre de l'Afrique de l'Ouest. Pour nous approvisionner, nous devons aller au Ghana, nous devons aller au Niger, au Bénin, nous devons aller donc au Togo, nous devons aller en Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin que nos chauffeurs routiers, que nos transporteurs soient en bonne santé. Et nous avons besoin aussi qu'ils aient un corridor fluide pour qu'il n'y ait pas de tracasseries par rapport à la vaccination. Et donc c'est pour ça que je suis venu ici, au nom du gouvernement, avec le ministre de la Santé, pour encourager donc l'ensemble des chauffeurs routiers, les transporteurs, à venir ici pour se faire vacciner. Le ministre de la Santé a bien voulu mettre à notre disposition des possibilités de nous regrouper le long du corridor pour qu'ils puissent amener sur ces corridors donc, des centres de vaccination. Nous allons le remercier et nous allons nous engager donc, dans ce plan d'action-là. Une équipe de ressources humaines compétentes ainsi que 2 types de vaccins à prendre au choix sont mis à la disposition des agents du ministère en charge des Transports. L'AstraZeneca et Johnson & Johnson. Pour le ministre de la Santé, l'engagement du ministère en charge des Transports permettra de réduire le risque de contamination. Chaque semaine, il y a un mouvement de 3000 chauffeurs qui rentrent au Burkina Faso et qui transportent des marchandises. Vous avez également les taximans qui transportent de nombreuses personnes par semaine. C'est dire que l'interaction entre les personnes est très importante avec une promiscuité qui est tout à fait flagrante. C'est pour cela que leur engagement nous rassure. Leur engagement fera en sorte que nous allons pouvoir atteindre une couverture vaccinale importante, mais surtout réduire le risque de contamination parce que leur travail impose une promiscuité souvent et aussi ils vont dans d'autres pays qui ont aussi une situation épidémiologique qui pourrait donc entraîner une contamination. Donc protéger les chauffeurs routiers du Burkina, c'est protéger le Burkina Faso. Les vaccinés ont droit à une carte de vaccination en carton, puis une autre sécurisée en copie dure ou en version électronique. Des cartes qui servent de passe pour les différents déplacements. Outre son investissement dans la campagne de vaccination contre la Covid-19, le département du professeur Charlemagne Ouedraogo se donne également dans la promotion de la médecine traditionnelle. Dans le cadre justement de la 9e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle, le ministre de la Santé a donné le top départ d'une campagne de reboisement et c'est la célèbre forêt classée de Koua dans la commune de Bobo-Dioulasso qui a été choisie. Ce sont des milliers de plants utilitaires qui seront mis en terre durant cette campagne. Aïchatou Blenya Majid Bakouan. La médecine traditionnelle est utilisée depuis des siècles pour améliorer le bien-être des populations. Elle continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé au Burkina Faso et le ministère de la Santé l'a bien compris. Dans sa dynamique de promouvoir la médecine traditionnelle, le département de Charlemagne Ouedraogo procède ici à la mise en terre de plans médicinaux. Une activité qui a mobilisé l'ensemble des praticiens, les acteurs du ministère de la Santé et les pouvoirs décentralisés. Et le site choisi, c'est la forêt classée de Koua. Un choix qui n'est pas fortuit selon le ministre de la Santé. Nous avons voulu faire notre plantation ici parce que déjà c'est à côté de notre futur hôpital, puisque vous savez très bien que médecine moderne et médecine traditionnelle se collaborent ensemble pour offrir des soins à la population. Donc nous avons voulu être juste à côté parce que les plantes qui vont sortir ici vont servir à la médecine traditionnelle qui aura un bâtiment dans le nouvel hôpital qui sera construit ici à Bobo-Dioulasso. Donc en réalité, tout est organisé pour qu'on ne s'éloigne pas trop de là où on aura besoin de ces plantes pour pouvoir donc guérir des malades. Et nous avons mis sous terre des plantes qui vont servir à guérir des maladies diarrhéiques, le paludisme et bien d'autres affections bronchopulmonaires. Selon le ministre de la Santé, c'est le top départ d'une campagne de reboisement qui va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 9e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle
qui s'est tenue à Bobo Dioulasso du 23 au 31 août 2021. Une édition qui rime avec la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle. Même exercice de citoyenneté pour contrer l'avancée du désert. À Kongoussi, dans le BAM, c'est le mouvement jeunesse engagé de la dite province qui mène la barque. 1000 plants seront mis en terre. Archimel Boy. Kongoussi, ville située dans la région du centre-nord, à 115 km de Ouagadougou. Ici, nous sommes à la porte du Sahel. Le désert avance à grands pas et il faut stopper cette progression. C'est dans cette dynamique que la jeunesse engagée de la province du BAM initie ce 28 août un camp de reboisement. 1000 plants sont mis en terre pour lutter contre la désertification. C'est un motif de sensibilisation à la jeune génération de planter beaucoup d'arbres et de contribuer à la reforestation au niveau du Burkina Faso en général et en particulier au niveau de la province du BAM. Au premier rang de cette opération, 2 ressortissants de la localité, le ministre en charge de l'environnement Siméon Sawadogo et la députée Félicité Ouedraogo. Ils invitent les populations à planter utile. La nouvelle formule de restauration de nos sols, nous avons dit qu'il faut planter utile. Donc, à travers des espèces au niveau local pour s'adapter. Deuxièmement, il faut les protéger. Et nous allons le faire ici, donc, dans ce lycée communal. Et également, il faut responsabiliser les populations à la base. Je pense que c'est d'abord un appel pour toutes les femmes. Parce que mieux que personne, les femmes ressentent les problèmes de désertification, de ce changement climatique. Donc c'est un appel en tant que marraine qu'on lance à l'endroit de tout le monde, à l'endroit des femmes, des jeunes. Cette opération de reboisement entre dans le cadre des premières actions du mouvement de la jeunesse engagée du BAM. Ce mouvement est né à partir d'une plateforme d'échange des jeunes de la province du BAM sur les questions de développement de leur localité. On termine ce journal en beauté avec cette victoire des étalons contre le MENA du Niger. Je vous le disais en titre, 2-0, c'est le score de cette confrontation dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les buts sont marqués par Franck Lassina Traoré à la 74e minute sous forme de pénalty, puis par Mohamed Konaté à la 78e minute du match. Nous avons en ligne depuis Marrakech au Maroc notre envoyé spécial Arsène Konditamde. Arsène, bonsoir. Bonsoir Abdourazak Traoré. Alors il faut dire que c'est une très belle entame des étalons qui donne de l'espoir quant à la marche vers la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors on peut dire que les étalons ont pu affirmer leur suprématie. Oui, quelque peu, même s'il faut d'abord dire que les étalons se sont quand même fait peur dès l'entame de la rencontre. Hein. Alors il faut dire qu'en première période, la première période des étalons a été quand même assez laborieuse. Les attaquants nigériens aussi ont causé d'énormes difficultés aux latéraux burkinabés et au milieu de terrain du côté de l'équipe de Kamou Malo. On n'a pas senti cette cohésion qui permettait à des joueurs, qui devait permettre à des joueurs comme Blati Touré, Gustavo Sangaré et Mohamed Adama Gira de transmettre les ballons vers les attaquants qui étaient Franck Lassina Traoré entre autres. Donc, mais déjà, je pense que c'est une victoire 2-0. Le Burkina n'a pas encaissé, donc c'est déjà très bon à prendre. Et c'est comme on le disait avant la rencontre, c'est un match qu'il ne fallait surtout pas perdre. Et effectivement, on n'a pas perdu, mais mieux, on a gagné. Alors, quels sont les points positifs à retenir de cette rencontre? D'abord, de cette rencontre-là, on peut retenir plusieurs points. Déjà, concernant l'équipe, on va parler d'abord de l'équipe, ensuite des hommes. Pour l'équipe, il faut dire que ce match a permis à Kamou Malo de se rendre compte du travail qu'il lui reste à faire afin de proposer une équipe qui sera beaucoup plus compétitive pour les rencontres à venir. Déjà, notamment face à l'Algérie le 7 septembre déjà. Donc c'est en tout cas une sorte d'exercice pour le sélectionneur qui, quand même avec des joueurs qu'il avait alignés, a pu se rendre compte de la forme de tout un chacun parce que la réalité de l'entraînement est différente de la réalité du match. Et donc aujourd'hui, il a pu tester, il a vu qui sont les hommes peut-être qu'il lui fallait. Et on s'est dit que peut-être au match qui vient, on pourrait avoir un 11 départ un peu plus différent de celui qu'on a eu aujourd'hui. Et après avoir fini de parler des hommes de l'équipe, on va parler maintenant des hommes. Et comment parler des hommes sans parler
d'un garçon comme Gustavo Sangaré, le joueur de Quevilly en Ligue 2 française. Il a été monstrueux avec notamment 2 frappes éclairs qui peuvent être considérées comme les meilleures occasions de la première période. Il s'est vraiment bonifié dans cette rencontre-là. Il a véritablement montré un très beau visage, une très belle copie. Et c'était lui le patron aujourd'hui qui a véritablement montré la marche à suivre en l'absence d'un patron comme Charles Caboret. Je crois qu'il a véritablement pris ses responsabilités au milieu du terrain. Maintenant, on peut parler aussi des 2 buteurs, Franck Lassina Traoré à la 74e minute qui marque un pénalty, et aussi Mohamed Konaté qui marque un pénalty. Il faut dire qu'il marque un très beau but en volée. Alors il faut dire que pour ces 2 joueurs, ça leur donne un peu plus de confiance parce que vous savez, pour un attaquant, le plus dur c'est de marquer. Et aujourd'hui, ils marquent, donc ils sont déjà en confiance. Et pour Franck Lassina Traoré, d'abord parce qu'il avait marqué un but qui avait été refusé par l'arbitre. On peut dire que c'est une grosse bourde du quatuor arbitral rwandais. L'arbitre a estimé que l'ancien attaquant de l'Ajax avait poussé son adversaire avant de marquer, mais à revoir les images, on a vu qu'il n'y avait pas l'ombre d'une poussette. Donc c'est une décision qui a quelque peu gâché la fête. On aurait pu s'en sortir avec un bien meilleur score. Et pour Mohamed Konaté aussi, il faut dire que c'est un joueur qui avait besoin de beaucoup de confiance. Il a été quand même un peu critiqué ces derniers temps et certains se demandaient s'il avait véritablement sa place dans ce genre d'équipe. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a quand même prouvé qu'on pouvait compter sur lui avec ce but qu'il a marqué à la 78e minute qui permet au Burkina Faso de pouvoir mieux se positionner dans la rencontre et mieux terminer. D'accord, Arsène, premier match, déjà 3 points engrangés face au Niger. Qui date du prochain match avec l'Algérie? D'accord, il faut dire que 3 points déjà pris face au Niger, mais le Niger, c'est un menu fretin face à l'ogre algérien qui est champion d'Afrique en titre, qui marche actuellement sur l'eau, qui est sur une série de près de 30 matchs sans défaite. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une autre rencontre. Cette rencontre face à l'Algérie le 7 septembre, ça va être une autre rencontre. Ça va être un autre challenge pour les Étalons. Et là, il faudra faire beaucoup plus que ce qu'on a vu face au Niger. Il faudrait que déjà les latéraux puissent proposer des solutions. Il faut que les défenseurs centraux soient très concentrés parce qu'on a des joueurs comme Riyad Mahrez qui ne demandent pas plus d'une occasion pour marquer un but. Il faudra aussi qu'au milieu de terrain, le ballon puisse circuler. On espère encore voir un Gustavo Sangaré dans une forme divine avec ses coéquipiers du milieu de terrain. Adama Dia aussi qui a quand même montré quelque chose qui allait au charbon. Donc on espère véritablement que pour cette rencontre face à l'Algérie, tous les Burkinabés seront en forme et que Kamou Malo va nous proposer un 11 XXL qui va nous permettre de soit battre l'Algérie, soit avoir un match nul. Mais déjà, il faut se dire que ça ne sera pas une mince affaire et il va falloir beaucoup travailler déjà dès les entraînements et montrer qu'on a envie. Parce que pour ce match-là, il n'y a que l'envie qui pourra permettre aux Burkinabés de pouvoir s'en sortir face à l'ogre algérien. Merci beaucoup Arsène Konditamde, notre envoyé spécial à Marrakech au Maroc pour toutes ces précisions. On s'arrête ici pour ce soir. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis Sourgou dans le Bourki MD. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.